Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Daniel Weinstock. Je suis le responsable du regroupement stratégique en éthique du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le cannabis, l'adolescence et la dépression, organisé par les regroupements stratégiques éthique et santé mentale du réseau de recherche en santé des populations du Québec, en collaboration avec le réseau Polaxia. Alors, avant de débuter, je vous informe que la séance sera enregistrée pour ensuite être rendue disponible pour rediffusion sur la plateforme YouTube. Je vais vous expliquer le déroulement de la prochaine heure. Notre conférencière, Dr. Gabriela Gobi, qui est professeure agrégée au département de psychiatrie de l'Université McGill, psychiatre à la clinique des troubles de l'humeur du CUSUM et directrice du laboratoire en psychopharmacologie, présentera des données scientifiques montrant le lien entre la consommation de cannabis à l'adolescence et le développement de problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Je prendrai ensuite la parole pour quelques minutes pour envisager certains des problèmes éthiques et certains problèmes liés aux politiques publiques liés à la légalisation du cannabis. Alors, suite aux présentations, celle du Dr Gobi durera environ 30 minutes et la mienne sera beaucoup plus brève. Nous aurons une période de questions et d'échanges avec l'auditoire. Je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour les conférenciers dans la section questions et réponses qui est située au bas de votre écran. Nous vous suggérons d'écrire vos réponses à tout le monde en sélectionnant l'onglet approprié. C'est plus convivial et ça permet à tous les participants de visualiser les questions. Pour toute autre question d'ordre technique, vous pouvez les écrire dans le module Converser et nos coordonnatrices Gabriela et Denise se feront un plaisir de vous répondre. Je vous invite également à inscrire dans le module Converser le nombre de participants dans votre salle. Si vous êtes plus d'une personne, ces données nous seront très utiles. Enfin, je veux vous informer que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour l'évaluation du webinaire, ainsi que les liens pour obtenir le PDF de la présentation et visionner l'enregistrement du webinaire. Et alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencière principale, Dr Gobi. Bonjour, Madame et Messieurs. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui. J'aimerais dire bonjour à plusieurs étudiants qui sont présents, à mes confrères et consoeurs, et à toutes les personnes qui travaillent dans les domaines de la santé mentale, aussi plusieurs personnes qui travaillent dans les gouvernements et dans notre société. Merci. Donc, merci aussi au professeur Daniel Weinstock qui m'a invité et m'a donné la possibilité de présenter mes données de recherche concernant la cannabis et l'adolescence. En effet, j'ai commencé cette recherche au début de ma carrière en 2002 et 2003. Donc, pendant l'état, on a accumulé vraiment plusieurs données. On va juste prendre une conférence. Okay. Donc, on parle de cannabis, adolescence et dépression. Je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant ces sujets en particulier. Comme vous savez, le cannabis est consommé surtout pendant l'adolescence. Et comme vous savez, les adolescents canadiens sont parmi les plus gros consommateurs de cannabis dans le monde. Au Canada, l'âge moyen de la première consommation de cannabis est à 15 ans, tandis qu'au Québec, c'est même avant, à l'âge de 13 ans. Donc, vraiment, on parle presque des enfants. Après la consommation de cannabis descend à l'âge adulte et encore moins chez les adultes ou les personnes plus âgées. Donc, la prévalence de la cannabis au Canada chez les jeunes entre 15 et 24 ans était de 32,7% en 2008. Heureusement, dans les derniers census des statistiques Canada, est diminué à 26%, qui quand même c'est un pourcentage assez haut et représente encore une fois parmi les plus hauts pourcentages au monde. Mais après 25 ans et plus, la consommation de cannabis descend et atteint entre les 7 ou les 8%. La dépendance au cannabis est très différente de celle à l'alcool ou au tabac. Comme vous voyez ici en fuchsia, le tabac
est consommé un peu pendant toute la vie, tandis que vous voyez que le cannabis a les pics entre 15 et 25 ans et après descend. La même chose pour l'alcool. L'alcool est présent en tous les âges de la vie. Donc, encore une fois, quand on parle de cannabis, on parle des jeunes. On parle des jeunes entre 15 et 25 ans. Vous savez que le cerveau est toujours en développement. Le cerveau finit son développement vers l'âge de 25-30 ans. En particulier, la cortex préfrontale, qui est la partie du cerveau qui est responsable de la pensée rationnelle, du contrôle des émotions, de la pensée opérationnelle, aussi de le comportement moral et social, développe jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Donc, c'est facile d'imaginer comme toute substance d'abus qui sont prises entre l'âge de 15 ans et 25 ans vont interférer avec le développement normal du cerveau, avec la croissance du cerveau, le métabolisme, la myélinisation, les récepteurs et aussi les raffinements synaptiques. En effet, il y a déjà plusieurs études qui ont démontré, études d'imagerie cérébrale, qui ont démontré comment la cannabis peut changer le cerveau des adolescents et des jeunes. En particulier, cette étude de résonance magnétique publiée dans le journal des neurosciences a vu comme il y a une augmentation de la matière grise au niveau du noyau accumbens hypothalamus amygdale chez les consommateurs de marijuana fréquents. Il est très connu que la cannabis et la marijuana a des effets sur la santé mentale des jeunes. Le plus connu est la psychose aiguë. La psychose aiguë est une perte de contact avec la réalité, avec des idées délirantes, hallucinations, sentiments de paranoïa et de méfiance, idées embrouillées, discours décousus. Mais la cannabis peut aussi déclencher la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une maladie chronique encore plus grave, c'est une maladie mentale grave qui s'accompagne à une perte de contact avec la réalité, des délires, ainsi que des modifications de la pensée, du langage et du comportement. Ici, j'aimerais souligner quelque chose que pour la schizophrénie, le cannabis est un déclencheur. Ça veut dire que la cannabis va déclencher la schizophrénie seulement chez les jeunes qui ont une certaine susceptibilité génétique. Tandis que la psychose aiguë peut arriver à tout le monde, même aux personnes qui n'ont pas une propension pour la maladie mentale, à tout le monde peut arriver d'avoir une psychose aiguë après avoir fumé du pot. Je fais toujours cet exemple. J'ai une chère amie qui habitait à Montréal. Une soirée, il était invité chez des amis pour un party. Alors, la personne qui avait invité les parties avait préparé une poulet au cannabis. Et mon ami s'est retrouvé à l'urgence le soir en psychose aiguë, complètement déconnecté de la réalité du espace et du temps et avec des délires de paranoïa. Donc, juste pour dire que la psychose aiguë peut arriver à tout le monde. Tandis que la schizophrénie, je répète, la cannabis, c'est un déclencheur, mais c'est un déclencheur important parce que la cannabis, chez les personnes qui ont une susceptibilité génétique, va anticiper l'apparition de la schizophrénie et en plus, la schizophrénie sera plus sévère. Une autre chose importante aussi de la cannabis, c'est aussi un déclencheur pour la trouble bipolaire, que c'est une maladie mentale chronique caractérisée par des phases de dépression ou de manie. Même en ce cas-là, la cannabis devient un déclencheur des troubles bipolaires avec une apparition de la trouble bipolaire plus sévère. Enfin, c'est l'argument duquel je vais parler aujourd'hui, il y a la dépression. Et ça, les liens entre dépression et cannabis sont un peu moins connus. Et aujourd'hui, je parlerai de ces liens-là. La dépression, juste pour la définir, est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, humeur dépressive, une perte de motivation et de faculté de décision,
une diminution des sentiments de plaisir, des troubles alimentaires, troubles du sommeil, une difficulté cognitive, difficulté de mémoire. Et la chose plus importante, c'est la dépression, c'est une maladie mortelle dans 10-20% des cas avec les suicides. Donc, la dépression, c'est une maladie très importante, c'est une maladie qu'il faut bien détecter parce qu'elle peut conduire au suicide. En 2002, quand j'ai commencé cette recherche en cherchant de savoir quel est le lien entre la cannabis et la dépression, je me questionnais beaucoup parce que d'un côté, en marchant dans les rues de Montréal ou de Rome, je voyais des jeunes dans les bars, dans les parties qui consommaient la cannabis et avaient vraiment beaucoup de plaisir à consommer la cannabis. Ils riaient, ils faisaient des blagues comme ça. Mais de l'autre côté, dans mon cabinet, je me retrouvais avec des jeunes en dépression et qui consommaient la cannabis. Alors, j'ai commencé à me questionner, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un lien entre la cannabis et l'humeur. Est-ce que la cannabis est vraiment un antidépresseur ou la cannabis c'est un dépressogène? C'est vrai que la cannabis donne du bonheur. C'est pour ça que les jeunes, le monde aime énormément la cannabis. La cannabis donne un high, donne de l'euphorie. La cannabis est décrite comme une expérience complexe, caractérisée par une accélération des associations mentales, un sens de l'humour aiguisé, une euphorie et une sensation de légèreté. Donc, c'est sûr, tout le monde aime la cannabis. L'utilisateur se sent détendu, calme, a un effet anxiolytique, bavard, on est dans un état onirique, déconnecté du monde réel. Je me souviens, un patient me disait que sans la cannabis, elle ne peut pas fonctionner ni à l'école ni au parti parce qu'elle n'arrive pas à communiquer. Donc, le cannabis, c'est aussi une drogue qui nous permet de mieux socialiser, d'être plus agréable, etc. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il arrive à long terme. Donc, ça sont les questions que j'ai un peu questionnées dans mon laboratoire de recherche. Donc, aujourd'hui, on va un peu répondre à ces trois questions. La première, c'est quel est le mécanisme d'action de la cannabis? Le deuxième, est-ce que la cannabis est un antidépresseur ou un dépressogène? Est-ce que le cannabis peut induire la dépression chez les ados? On va commencer avec la première question. Les mécanismes d'action de du cannabis. Vous savez que le cannabis a plusieurs principes pharmacologiques. On pense que la cannabis, dans les feuilles de marijuana, il y a plus que 100 composantes. Les composants les plus importants et celui qui est plus concentré dans le cannabis, c'est les delta-9-tétrahydrocannabinol, qui est appelé aussi le THC. Après, il y a aussi un peu de concentration de cannabidiol, que c'est un composant qui est moins dangereux et qui interagit avec les récepteurs de la sérotonine 1, tandis que le THC interagit avec les récepteurs du cerveau CB1. En plus, à recherche, mais aussi dans les marchés noirs, on a les WIN, qui est appelé aussi Windex, que c'est un cannabinoïde synthétique qui est très, très puissant. Et aujourd'hui, les gens mettent aussi les Windex, spray les Windex sur les feuilles de cannabis pour les rendre plus puissantes. Donc, le THC interagit dans notre cerveau avec les récepteurs CB1. Et une fois que le THC s'attache au récepteur CB1 dans notre cerveau, les neurones commencent à se comporter d'une façon différente. Mais pourquoi on a des récepteurs pour la cannabis dans notre cerveau? Notre cerveau est capable lui-même de produire du cannabis naturel qui s'appelle des cannabinoïdes endogènes ou endocannabinoïdes. Les plus connus sont l'anandamide et le D-arachidonylglycérol, appelé aussi DAG. Sont des petites lipides que notre cerveau produit dans des cas de stress, selon les besoins, quand nous sommes particulièrement stressés, dans des conditions difficiles, aussi dans des conditions d'inflammation
d'inflammation ou des conditions aussi de cancer. Donc, le THC va interagir avec cet récepteur qui est endogène. La première question que nous avons posée dans notre laboratoire, est-ce que le cannabis est un antidépresseur chez les animaux de laboratoire? Nous savons que le récepteur de la cannabis, appelé CB1, est localisé aussi avec les neurones de la sérotonine. Vous savez que la sérotonine est un neurotransmetteur très important pour la dépression. Quand on a une baisse de sérotonine, on est déprimé. Quand on a une hausse de sérotonine, on est heureux. Et vous savez que tous les médicaments pour la dépression, comme le Prozac, en effet interagissent avec la sérotonine en cherchant d'augmenter la sérotonine. Donc, les CB1 et la sérotonine sont très connectés. En utilisant l'électrophysiologie in vivo, nous sommes capables, dans notre laboratoire, de enregistrer les neurones de la sérotonine. Alors, nous avons enregistré les neurones de la sérotonine après des petits dosages de cannabinoïdes. Et nous avons vu qu'à faible dose, les cannabinoïdes augmentent la sérotonine. Et ça pour expliquer l'effet antidépresseur. Mais à de hauts dosages, la sérotonine diminue brusquement. La même chose, on l'a vu avec les THC naturels des plantes. On a vu qu'à de faibles dosages, les THC augmentaient la sérotonine, mais on a aussi vu qu'à plus haut dosage, la sérotonine diminue. Donc, cet effet qui est bivalent sur la sérotonine pourrait expliquer cet double effet de la cannabis, qui à petite dose, c'est vrai, c'est l'antidépresseur, mais à de hautes doses, devient dépressogène. Après, dans notre labo, on a fait une autre expérience. On a demandé aux rats comment vas-tu aujourd'hui. Comme les rats ne répondent pas je suis heureux ou je suis triste, on fait un test qui est appelé le test de la nage forcée. Ce test consiste à stresser les rats et les rendre déprimés. Et après le lendemain, on les met dans une piscine. Et si le rat est déprimé, il est immobile. Si le rat est moins déprimé, on n'est pas déprimé, il réagit en nageant. Et en mesurant les rapports entre l'immobilité et l'activité, on peut déterminer si un rat est déprimé ou heureux. Donc, ce que nous avons vu dans cette expérience, c'est très complexe, mais l'expérience nous dit qu'à de faibles doses, les cannabinoïdes sont des antidépresseurs. Mais plus augmente la dose, plus l'effet sur l'effet antidépressif diminue. Et cet effet est lié à la sérotonine. Donc, encore une fois, pour arriver à la première conclusion, les THC, aussi les WIN, qui sont les cannabinoïdes synthétiques, à de faibles doses augmentent la sérotonine, mais à des doses plus élevées, la sérotonine diminue. Et cet effet est en conjonction avec l'humeur. Donc, à de faibles doses, l'humeur augmente. Les gens ont un effet euphorique, les highs caractérisés produits par le cannabis, mais à de plus fortes doses, on pourrait avoir aussi des attaques de panique, des psychoses et des effets plus néfastes. Après, on s'est posé une deuxième question. Quelles sont les conséquences à long terme de l'usage du cannabis? Et surtout, quelles sont les conséquences chez les ados et chez les adultes? Alors, on a fait une autre expérience avec nos animaux de laboratoire. On a pris un groupe des animaux adolescents, et l'adolescence chez les animaux, c'est entre les jours 30 et 50. On a pris un groupe d'animaux déjà adultes et on a donné tous les jours pendant l'adolescence ou pour 20 jours pendant l'âge adulte du cannabis synthétique ou du cannabis naturel comme le THC. Après, plus tard, beaucoup plus tard, quand les ados étaient devenus des adultes, on a testé les comportements et aussi la sérotonine. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu encore une fois ici, regardez ici, les rats adolescents qui avaient consommé la cannabis
cannabis pendant l'adolescence, à l'âge adulte, ont une sérotonine, une activité électrique de la sérotonine encore baisse, tandis que les adultes qui avaient consommé juste à l'âge adulte n'avaient pas de différence. Et ces données sont très importantes parce que ça veut dire que la diminution du taux électrique de la sérotonine est permanente, reste même si les animaux avaient arrêté de fumer la cannabis à l'adolescence. Donc, c'est comme une modification permanente qui aide le cerveau au niveau de la sérotonine. Encore une fois, chez les animaux rendus à l'âge adulte, on a fait les tests de la nage forcée et on a vu qu'il y avait aussi des effets sur le comportement de dépression et désespoir. Donc, encore une fois, les animaux qui ont consommé pendant l'adolescence, mais pas les adultes, présentaient des traits de dépression. Après, on a fait encore un test chez les animaux qui est un test qui caractérise l'anédonie ou la manque de plaisir. Encore une fois, on rend les rats déprimés. Si le rat est déprimé, il préfère juste boire de la solution d'eau. Mais si le rat est content et optimiste, il préfère une solution au sucrose. Alors, on peut mesurer la boisson du rat et on peut déterminer si le rat est anédonique ou non. Et ça, c'est qu'on a trouvé, encore une fois, les animaux qui avaient consommé la cannabis juste à l'adolescence, à l'âge adulte, avaient une anédonie marquée au manque de plaisir. Et ces données sont très importantes parce que l'anédonie, les effets qu'on a vus sur l'anédonie étaient plus marqués des effets qu'on a vus sur le désespoir. Et ça, on peut faire un parallélisme aussi chez l'humain parce que la dépression qui est causée par la cannabis, c'est une dépression qui est appelée aussi syndrome amotivationnel. C'est-à-dire que les patients qui consomment la cannabis ont une dépression qui est marquée par cette manque de plaisir, manque de vitalité, aussi une manque de motivation, indécision. Ce sont des gens qui n'ont plus le goût de vivre, ne sont plus capables de décider ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ils passent leur temps devant l'ordinateur ou avec un téléphone intelligent. Donc, c'est ce type de dépression que la cannabis est responsable. Donc, on peut dire que la consommation à long terme du cannabis chez les ados induit une diminution de l'activité spontanée de la sérotonine et ces caractéristiques sont associées à la dépression et à l'anédonie. Tandis que la consommation qui commence juste à l'âge adulte semble moins sensible aux changements neurobiologiques. Après, on n'était pas encore contente, donc on a décidé de se poser encore une autre question, et ça, c'est ma dernière question. Est-ce qu'on peut répliquer les données que nous avons vues chez les animaux de laboratoire chez l'humain? Alors, on a décidé de de faire une grande méta-analyse, c'est-à-dire de prendre toutes les études publiées jusqu'à présent, de les mettre ensemble et de voir s'il y a un effet du cannabis consommé pendant l'adolescence à l'âge adulte. Donc, la question était, est-ce que fumer du cannabis pendant l'adolescence augmente-t-il les risques de développer une dépression à l'âge adulte, même en absence de conditions prémorbides, même si les jeunes n'étaient pas déprimés au départ? Donc, c'est ça, on a pris toutes les études qui ont examiné les jeunes à l'âge de 13-18 ans qui avaient fumé ou pas fumé le cannabis. Et après, on a vu les résultats à l'âge de 24 et 30 ans. Et on a pris juste les études prospectives longitudinales, pas les études rétrospectives. C'est-à-dire, on a suivi année après année ces jeunes pendant leur vie. Donc, on a commencé par identifier 5000 études publiées dans le monde. On a analysé 3000 études. Et à la fin, les études vraiment longitudinales qui nous intéressaient étaient 36. Et 13, on l'a utilisé pour la méta-analyse.
Et pendant notre étude, on était très sévère parce qu'on a choisi juste les études longitudinales et toutes les études qui étaient contrôlées par âge, genre, sexe et statut socio-économique. Surtout, on a pris les études qui étaient contrôlées aussi par une condition prémorbide, c'est-à-dire que tous les jeunes qui sont rentrés dans l'étude n'étaient pas déprimés, anxieux ou schizophrènes au départ. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le cannabis récréatif augmente les risques de dépression avec une OR de 1,3. Vous voyez ici toutes les études qui sont à droite de cette ligne veut dire que la cannabis est un facteur de risque pour la dépression. Après, moi, je ne suis pas une épidémiologiste, donc j'ai demandé à ma collègue Nancy Maio, qui est une épidémiologiste, qu'est-ce que ça veut dire 1,3. Alors, elle m'a fait ce calcul. Ça veut dire que les 6% de la dépression chez les jeunes adultes dans le monde est attribuée juste à l'usage du cannabis récréatif. Ça veut dire que, comme il y a 5 millions de jeunes adultes au Canada, 5,42 sont déprimés. Donc, aujourd'hui, on a des 170 000 patients avec dépression, des jeunes avec dépression. 16 000 cas sont liés juste à la consommation du cannabis. Ça, je répète, aujourd'hui, 2018, il y a 16 000 jeunes adultes entre 20 et 30 ans qui sont déprimés à cause de la cannabis. Et vous savez bien qu'être déprimé à l'âge de 20-30 ans, c'est très néfaste pour les conséquences qu'on aura dans notre vie. Parce qu'à 20 ans, on doit terminer les études, trouver le premier emploi, commencer à avoir un partenaire et commencer une famille. Donc, si on est déprimé entre l'âge de 20-30 ans, c'est sûr que les études, les premiers emplois, notre vie personnelle sera hautement compromise. Aussi, il y a une étude de Patton qui a aussi vu que qui consomme encore plus fréquemment le cannabis a encore un risque 2 fois plus élevé de dépression. Donc, on va de 1,9 OR à 3,3. Il semble que les filles sont aussi plus susceptibles au cannabis. Les utilisateurs quotidiens de cannabis sont encore plus à risque. Après, on a aussi analysé les risques de tentatives de suicide. Encore une fois, toutes les études qui sont à droite de cette ligne, ça veut dire que le cannabis est un facteur de risque pour le suicide. Et on a une OR de 2,85. Donc, j'ai demandé à ma collègue Nancy Maio, épidémiologiste, de savoir quel est le nombre de personnes qui font une tentative de suicide au Canada. Donc, on a un risque de 30% de tentatives. Ça veut dire que les 30% des tentatives de suicide chez les jeunes adultes attribuées à l'usage du cannabis récréatif. Comme on a 5 millions de jeunes adultes au Canada, 3,4 tentatives de suicide, la prévalence, 170 000 tentatives de suicide. Ça veut dire que 50 000 tentatives de suicide aujourd'hui au Canada sont liées à la consommation de cannabis et pas à des autres facteurs. Ça, c'est un nombre énorme. Encore, les risques des idées suicidaires, encore c'est 1,65 qui est lié juste au cannabis. Donc, la troisième conclusion, je suis presque à la fin. Les données des méta-analyses indiquent très clairement que la consommation de cannabis chez les ados augmente les risques de dépression et de comportements suicidaires à l'âge adulte. Et les résultats ont été ajustés, encore une fois, pour les facteurs prémorbides tels que la dépression, l'anxiété et des facteurs de confusion comme les genres, les statuts socio-économiques, les cigarettes, l'alcool, les inhalants. Donc, les études que j'ai présentées sont toutes des études qui vraiment ont pris les ados du début jusqu'à l'âge adulte, étaient des ados qui ne fumaient pas les cigarettes, l'alcool, les inhalants, qui n'avaient pas une susceptibilité ni pour dépression, ni pour anxiété, ni pour schizophrénie.
Donc, je reviens, ça c'est ma dernière diapo, sur aussi la dépression et le syndrome motivationnel. Comme je disais, il y a des études qui disent que la dépression chez les gens qui consomment la cannabis est une dépression aussi très particulière, caractérisée pour cette manque de motivation et cette anédonie. Et la syndrome motivationnel, c'est un syndrome caractérisé par ce désinvestissement des activités quotidiennes associé à un déficit mnésique avec émoussement affectif et intellectuel. Aujourd'hui, on n'avait pas le temps, mais il y a aussi plusieurs études qui disent aussi comme la cannabis aussi influence l'activité intellectuelle, les capacités cognitives et de mémorisation. Donc, les cannabis synthétiques et les THC augmentent la sérotonine à faible dose et diminuent la sérotonine à des doses plus élevées. Et ceci peut correspondre à un effet antidépresseur à faible dose et un effet dépressogène à forte dose. Et la consommation de THC au cours de l'adolescence provoque la dépression chez les jeunes adultes, même s'il arrête avant l'âge de 18 ans. Donc, les effets du THC récréatif sur la dépression chez les jeunes par rapport au sujet adulte est plus marqué. Donc, nos études chez les animaux de laboratoire ont vraiment mis en évidence comme le cannabis affecte surtout le cerveau des ados, des jeunes, et moins les cerveaux des gens qui commencent à l'âge adulte. Enfin, last but not least, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui, pour 15 ans et plus, ont travaillé dans mon laboratoire en produisant beaucoup de données, en souministrant tous les jours du cannabis des laboratoires. Dr. Francis Bambico, Dr. Katz, Nguyen, Nathan, Dr. De Bonnel, Dr. De Gregorio, Dr. McLaughlin, Dr. Zitinsky, Dr. Ascari, Tobias Atkin, Sua Wang, et aussi pour les études de méta-analyse, Dr. Mark Ware, Nancy Maio, Dr. Nandini Dentokuri, Gilles Borouf. Je n'ai pas mis les noms de Madame Rita Zakarian qui a traduit tous ces diapos de l'anglais au français. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, je remercie le Dr. Gobi de cette présentation. Donc, encore une fois, mon nom est Daniel Weinstock. Je suis le responsable du regroupement éthique. Je vais prendre quelques minutes peut-être pour essayer de soulever certaines questions qui vont lier la présentation que nous venons d'entendre à des questions de politique, des questions de choix de société que nous allons devoir faire dans la foulée donc, de la légalisation du cannabis qui, comme on le sait, va, à moins qu'il y ait un retournement inattendu dans la sphère politique, va avoir lieu cette année, le 1er juillet 2018. Alors, je voudrais prendre un moment pour se poser la question de savoir pourquoi on peut penser que le gouvernement libéral a décidé de procéder à la légalisation. Il n'y avait pas un mouvement de masse allant dans ce sens. Je crois que la réponse qu'on peut donner en est une qui a souvent été évoquée aussi bien par le Premier ministre que par sa ministre de la Santé de l'époque, qui est celui de la réduction des méfaits. En anglais, harm reduction, le terme est peut-être un peu plus connu sous la forme de harm reduction. La légalisation ne procède pas de la part du gouvernement de l'idée que le cannabis est une substance qui n'est pas nocive, une substance anodine, mais plutôt du fait que la criminalisation, le régime de prohibition absolue dans lequel nous avons vécu jusqu'à maintenant, n'était peut-être pas la meilleure manière d'en réduire les effets nocifs, aussi bien les effets de santé sur les consommateurs que les effets sociétaux négatifs plus larges. Et je crois qu'on peut constater assez facilement que ce constat est probablement véridique. Il y a, je crois, une inadéquation au Canada qui est caractéristique de quelque chose qui se passe un peu partout au monde où le cannabis est criminalisé, entre d'une part le fait qu'on ait une prohibition totale, complète, pour tout utilisateur, à part certaines utilisations évidemment médicales, et le manque
incapacité que nous avons à mettre en vigueur cette prohibition. Soit que cette incapacité vienne d'un manque de volonté de mettre en vigueur la prohibition ou d'un manque tout simplement de capacité à mettre en vigueur la prohibition. On se retrouve donc en quelque sorte dans le pire de tous les mondes possibles. On a une substance qui est prohibée, mais comme on le sait très bien au Québec, très largement disponible, sans que l'État ne puisse procéder à une quelconque régulation du produit qui est consommé donc dans la sphère illégale par les consommateurs, y compris par les adolescents. Alors, il faut comprendre que la légalisation, que ce soit la légalisation de la cannabis ou légalisation d'autres comportements à risque, on peut penser à quelque chose comme la mort médicalement assistée, n'a pas pour fonction de rendre quelque chose complètement libre d'accès, mais plutôt de procéder à une régulation qui nous permettra de minimiser les méfaits liés à la consommation autant que possible. Alors, voilà un peu le cadre dans lequel nous avons pris cette décision et je voudrais nous proposer, parce que je crois que c'est un dilemme à laquelle la société québécoise et la société canadienne plus large va devoir faire face. Est-ce que le cadre de régulation qui est offert par la loi qui est présentée par le gouvernement fédéral et à la fois les régimes d'application que les provinces ont mis de l'avant depuis quelques semaines et quelques mois, y compris également les règlements municipaux qui vont devoir être mis de l'avant, est-ce qu'ils atteignent cet équilibre qui est en quelque sorte de minimiser les méfaits? Je crois qu'il y a des raisons de penser que non. Et je voudrais simplement, pour provoquer un peu la réflexion aujourd'hui et au-delà d'aujourd'hui, constater la chose suivante. Une des choses que le Premier ministre Trudeau nous a dit lorsqu'il a annoncé la légalisation du cannabis, c'est qu'il voulait surtout agir pour les jeunes. Et une des choses qu'il indiquait, c'est qu'il ne voulait pas que les jeunes qui consomment du cannabis feraient avec l'élément criminel, que leur seul contact avec les criminels soit lorsqu'ils vont s'acheter du cannabis. Or, la loi actuelle est très stricte. La loi actuelle va continuer à prohiber complètement l'utilisation, l'achat du cannabis pour les personnes en dessous de 18 ans. Il y a même eu des propositions pour étendre la prohibition à 25 ans, qui est à peu près le moment auquel le cerveau cesse de se développer. Alors, il faut constater que le cannabis légal qui va être sur le marché à partir du 1er juillet n'ouvrira pas le marché du cannabis au Québec ou au Canada, il deviendra un nouvel acteur dans un marché du cannabis qui est déjà très bien établi. Les consommateurs du cannabis, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, savent exactement où se rendre pour acheter du cannabis. Et le dilemme est le suivant. Le plus l'appareil réglementaire que nous mettons en place est restrictif, le plus il permettra à ce marché qui existe déjà de continuer à exister et de faire de sorte que les jeunes aient accès à un produit qui continue, comme aujourd'hui, à être non régulé. Alors, dans la mesure où le cadre éthique et politique qui a mené à ce que nous décidions de légaliser le cannabis en est un de réduction des méfaits, est-ce que nous allons nous retrouver dans une situation où nous ne réduisons pas véritablement les méfaits les plus graves, ceux que le Dr Gobi a indiqués, en vouant en quelque sorte les jeunes au même marché de produits illégaux et donc très dangereux auxquels ils ont recours aujourd'hui. La solution à ce dilemme, quel serait-il? Mon rôle aujourd'hui est de lancer la question, non pas d'y répondre. Il y a des modèles ailleurs dont le Canada a choisi de ne pas s'inspirer. Le modèle portugais, par exemple, qui consiste à décriminaliser complètement la question de la drogue et d'en faire entièrement une question de santé publique. Mais je crois que c'est une question avec laquelle nous allons devoir composer dans les années à venir, à mesure que nous affinons les régimes légaux et réglementaires auxquels nous allons avoir recours pour réguler donc ce produit qui est sur le marché depuis des décennies au Québec et au Canada, mais qui ne sera que nouvellement légal.
Alors, voici, disons, la réflexion éthique à laquelle, et politique à laquelle je crois nous sommes, que nous impose la question de la légalisation, que nous impose également les données très inquiétantes qui nous ont été présentées par le docteur Gobi. Je vais ôter mon chapeau de présentateur donc de questions éthiques et politiques pour mettre maintenant mon chapeau d'animateur de la foire de questions. Donc, je vous rappelle qu'il y a un espace dans lequel vous pouvez inscrire des questions. Je vous invite à le faire. Et je vais commencer donc à lire les questions et à demander au docteur Gobi d'y répondre. Donc, la première question est une question qui nous vient de Julie Leblanc, qui est une question de précision, une question donc de fait. Docteur Gobi, pouvez-vous nous préciser à quoi correspond une forte dose et une faible dose de cannabis? Quelles sont les doses et quelles sont les limites entre forte et faible dose? Ok, oui, ça c'est une question que plusieurs personnes me demandent. Et c'est pas facile de répondre à cette question parce que il y a chez les personnes, chez les humains, il y a une forte variabilité entre personne et personne. Il y a la personne plus susceptible et la personne moins susceptible. Et quand même, les études épidémiologiques nous disent qu'une faible dose, c'est comme fumer une fois par mois un joint. Tandis que les études épidémiologiques déjà nous disent que juste fumer un des joints par semaine commence à avoir des conséquences plus à long terme. Ça, en général, pour les études longitudinales. Après, si on peut faire une comparaison entre les doses que nous, on a utilisées chez les animaux, on a utilisé faible dose de THC, 1 mg kilo. 1 mg kilo correspond juste à moins qu'un joint par jour pendant l'adolescence. Mais ça, c'est un peu difficile à faire un parallèle parce qu'aujourd'hui, les joints qu'on a dans les marchés vont de 8% de THC à 15-20%. Donc, sont aussi, aujourd'hui, dans le marché, on trouve des doses très élevées. Alors, je voudrais préciser à l'auditoire qu'il y a beaucoup de place dans la foire à questions. Si vous craignez que, si vous écriviez une question, vous allez être relégué à la fin de la liste et que votre question ne sera pas posée, désamusez-vous, il y a beaucoup de place pour les questions, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Je vais peut-être rebondir sur cette question moi-même pour vous poser une question qui est un peu en lien avec la réflexion que je fais. Je vous emmène un peu peut-être à l'extérieur de votre zone d'expertise. Est-ce que l'un des avantages de la légalisation pourrait être justement de baisser, par exemple, en rendant illégal certains produits synthétiques qui sont utilisés pour rendre plus forts les produits que les jeunes se procurent aujourd'hui, pourrait être donc de rendre moins nocifs les produits auxquels les jeunes auront accès dans un marché légalisé? Oui, en effet, le gouvernement a mis un maximum de pourcentage de THC dans la cannabis qui sera légalisé. Et en plus, oui, les produits synthétiques resteront illégaux parce que ce sont des produits très, très puissants et aussi très dangereux. Les problèmes de légalisation, non, moi je ne suis pas ni contre ni pro-légalisation parce que les données du Colorado nous disent que même si on fait une légalisation, même si on met un âge maximal de 18 ans, minimal de 18 ans pour consommer le cannabis, la consommation chez les jeunes n'a pas changé au Colorado. On est passé de 24,5% avant la légalisation à 24%. Donc, disons qu'il y a un problème structurel dans notre société. Légalisation, pas légalisation, il faut faire vraiment une politique de prévention de l'utilisation de cannabis chez les jeunes, une politique de prévention un peu plus serrée. Alors, je vais continuer sur les questions qui commencent en fait à rentrer. Y a-t-il une relation, donc c'est un auditeur anonyme qui nous demande, y a-t-il une relation dose-effet entre la consommation de cannabis chez les ados et le risque de dépression chez l'adulte?
Mhm. Oui, et comme j'ai mentionné aux études de Patton, publiées par Patton, déjà fumer une joint par semaine ou une joint chaque jour ou 2-3 joints chaque jour ont des conséquences néfastes à l'âge adulte. Donc, ce n'est pas les gens qui disent oui, mais moi, je prends juste un joint par semaine. On a des études qui disent que même fumer une fois par semaine peut avoir des conséquences néfastes à l'âge adulte. D'accord. Alors, deux questions nous viennent qui sont en fait sur le même thème. Louise Fournier et Julie Leblanc nous demandent peut-on faire un parallèle avec l'usage de l'alcool à l'adolescence? L'alcool, comme on le sait, est également un problème important pour les ados. Et donc, quel est le parallèle ou manque de parallèle qu'il y aurait entre la problématique de l'alcool et la problématique du cannabis? Oui, c'est sûr que aussi l'alcool, on a fait beaucoup de campagnes pour prévenir l'utilisation de l'alcool chez les jeunes, parce que l'alcool aussi peut avoir des conséquences pendant l'adolescence et aussi plus tard. On pourrait faire des parallélismes, mais par exemple, la chose que je peux dire, c'est que l'alcool ne provoque pas une psychose aiguë, l'alcool ne provoque pas la schizophrénie, l'alcool ne déclenche pas la maladie bipolaire. Donc, il y a des effets qui sont vraiment très, très spécifiques chez le cannabis. D'accord. Une question, alors les questions commencent à rentrer en quantité. Daniel Descend nous demande est-ce que la fumée secondaire dans la maison familiale peut être dommageable au développement des enfants en bas de 12 ans? Je connais plusieurs parents qui fument dans la maison. Ok, ça c'est intéressant. Je pense qu'il n'y a pas des études si spécifiques sur la consommation secondaire de la cannabis chez les jeunes enfants, mais c'est sûr, c'est mieux éviter. Alors, bon, je dois maintenant choisir dans les questions, puisque là, maintenant, elles rentrent abondamment. Est-ce que les études dans la méta-analyse ont contrôlé pour la vulnérabilité génétique, par exemple les antécédents familiaux? Oui. Plusieurs études, oui, ont contrôlé pour ça. Oui. Suzanne Gagnon demande pourquoi certains ados vont faire une psychose dès une première utilisation. Est-ce toujours en lien avec la quantité? Non, ça c'est une question très, très importante. C'est pour ça que pourquoi le cannabis, il faut faire très attention, parce que c'est vrai, il y a un certain pourcentage de jeunes, même s'ils n'ont pas une susceptibilité pour la maladie mentale, que dès la première consommation de cannabis vont avoir une psychose aiguë ou une attaque de panique. Parce que dans le cannabis, ce qu'on a vu, il y a une grande variabilité individuelle. Donc, il y a une certaine dangerosité même pour la première consommation de cannabis. Merci. Lise Landry nous demande, et sa question vient de sauter, qu'en est-il du cannabis médicinal, donc à fin médicale? Peut-on présumer qu'il a exactement les mêmes effets sur la sérotonine? Oui, merci Sylvie pour cette question. Lise, excuse-moi. Merci Lise pour cette question. Parce que j'aimerais prendre l'occasion pour distinguer entre cannabis médicinal et récréatif. En effet, moi, je ne suis pas d'accord à faire cette distinction parce que la quantité qu'on utilise pour la cannabis médicinal, quelquefois, c'est la même qu'on utilise pour la cannabis récréatif. La cannabis récréative, c'est 1 gramme par jour. La cannabis médicinale, par exemple, pour la douleur, pour l'anxiété, c'est entre 0,5 grammes par jour à 1 gramme par jour. Donc, c'est la même chose. Juste pour dire, la loi dit qu'on peut avoir la cannabis récréative jusqu'à 30 grammes. Quand la posologie pour la cannabis médicale, c'est entre 1 gramme, 1/2 de gramme, 3 grammes par jour. Donc, c'est presque la même chose. Oui, c'est sûr, la cannabis médicale aussi augmente la sérotonine à faible dose et diminue la sérotonine à haute dose. Et chez les consommateurs, chez les patients qui utilisent aussi la cannabis médicale, par exemple pour la douleur, la sclérose en plaques, on peut avoir des épisodes de dépression, épisodes d'anxiété et aussi reporter la psychose aiguë. Donc, même pour les patients qui utilisent la cannabis médicale, il faut faire très attention
aux effets psychotropes du cannabis. Claudine Douard nous demande, y a-t-il une durée minimale d'exposition au cannabis, exemple faible dose pendant X temps, pour obtenir les effets sur la dépression et sur le suicide à l'âge adulte? Donc j'imagine la question est de savoir quelle est la fréquence d'utilisation à partir de laquelle il commence vraiment à y avoir un saut qualitatif dans le risque à la dépression et au suicide. Je pense qu'elle demande à l'âge adulte. À l'âge adulte. Oui. OK. Ça, c'est aussi une question très importante. Alors, il est sorti une méta-analyse sur Lancet qui met ensemble toutes les études cliniques pour utiliser le cannabis pour la dépression. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une évidence médicale qu'on peut utiliser les THC pour la dépression. Il y a aussi des études un peu controversées que la THC pourrait aussi provoquer une dépression. Donc, jusqu'à présent, encore une fois, il n'y a pas des études qui disent qu'on peut utiliser les THC pour la dépression, même chez l'adulte. Il y a des évidences, il y a des études qui ont reporté, par exemple, chez les patients avec le sida ou chez les patients avec la sclérose à plaques, il y a certains bénéfices du cannabis, du THC pour la dépression, mais aucune étude randomisée a été effectuée à date pour vraiment évaluer l'utilisation du THC sur la dépression. Ouais. Ça, c'est très important. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent où je vais peut-être intervenir puisqu'elles ont trait aux implications pour la réglementation et la légalisation, mais bien sûr que si vous avez des points de vue là-dessus. Alors, Éric Lacasse et José Lajoie nous posent en fait un peu la même question sur le milieu scolaire, sur les écoles secondaires. Quelles recommandations pourriez-vous faire pour les écoles secondaires qui sont quotidiennement prises dans la problématique de l'usage du cannabis? Dans une perspective d'intervention et de prévention en milieu scolaire, quel lien devrait-on faire entre les données que vous présentez et nos actions préventives? Je comprends qu'il faudrait essayer de retarder le plus possible le début de consommation récréative. Une autre question qui est en fait liée, qui nous vient d'Isabelle Dagneau. Je viens de la difficulté à comprendre avec des études aussi claires pour quelles raisons le gouvernement n'a pas décidé de mettre l'âge légal à 25 ans. Je crois que toutes ces questions-là tournent autour d'un même problème. Et c'est un problème qui est très difficile à régler, qui est que la prohibition et la prévention, ce sont deux choses complètement différentes. On a beau prohiber quelque chose par la loi, encore faut-il qu'on ait les moyens de mettre en vigueur nos prohibitions, c'est-à-dire qu'on ait suffisamment de ressources pour pouvoir mettre fin à la consommation d'un produit qui est prohibé. Si on n'a pas ça, le fait simplement de prohiber ne donne en fait aucun résultat et donne en fait des résultats qui sont même pires, puisqu'on se retrouve devant la consommation de produits qui ne sont pas régulés d'aucune manière, qui sont entièrement le produit donc, de la sphère criminelle. Donc, ça ne rend pas la situation beaucoup plus facile, mais simplement, je crois qu'il nous faut rompre le lien qui existe sans doute dans nos esprits entre l'idée que prohiber va donner lieu à une diminution de la consommation. Je vous rappelle que le cannabis est aujourd'hui encore et pendant 5 mois prohibé au Canada et au Québec et quiconque se promène dans les rues de Montréal sait très bien que cette prohibition n'est pas vraiment mise en vigueur de manière particulièrement efficace. Une question, et je ne sais pas si vous avez... Oui, j'aimerais ajouter une chose à la question des écoles secondaires. Ça, c'est très important de faire l'information. Il y a encore plusieurs adolescents, plusieurs jeunes qui ne sont pas informés du tout pour la cannabis. Ils pensent que la cannabis est une drogue légère, tandis qu'il n'y a pas de drogue légère et de drogue plus lourde. Et si on rentre sur Google, sur Internet, on a beaucoup de misinformations sur la cannabis. La cannabis est bonne, tous les effets bénéfiques de la cannabis, tandis que vraiment, il faut informer les gens d'une façon scientifique, pas de fake news, vraiment avec de l'information réelle que la cannabis est dangereuse pendant l'adolescence. La cannabis, c'est une médecine. En effet, moi, je suis à faveur de la recherche sur la cannabis médicinale. Donc, on ne peut pas donner du Prozac à nos ados, on ne peut pas donner des médecines à nos ados. Donc, c'est un médicament puissant qui ne doit pas être dans les mains des jeunes.
Alors, la question de savoir comment nous allons y arriver est très importante. L'information est certainement un des moyens d'y parvenir, donc rompre un peu l'emprise de ce mythe, donc, selon lequel ce ne serait pas une substance nocive. Je me demande si vous avez vu des études sur l'effet qu'a eu la légalisation sur la consommation par les jeunes dans les États américains ou dans les pays qui ont en fait légalisé. Une idée qu'on pourrait avoir, c'est que dans la mesure où la dimension fruits interdits disparaît, cela risque de rendre la chose moins attractive pour les jeunes. Est-ce qu'il y a des études à cet effet? Mais comme j'ai dit, il y a ces études sur le Colorado qui ont dit que la consommation est baissée de 24,5 à 24% chez les jeunes. Donc, c'est presque négligeable. Oui, négligeable. Donc, les jeunes continuent à consommer. Il semble qu'il y ait une perception chez les jeunes différente de la cannabis parce que comme ils voient leurs parents qui consomment la cannabis à la maison, que c'est légal, donc il y a une banalisation aussi des effets du cannabis pendant l'adolescence. Alors, je continue dans les questions. Il ne nous reste que quelques minutes. Est-ce que les adultes qui ont consommé à l'adolescence peuvent passer des tests pour savoir si leur cerveau conserve des séquelles? Ça, c'est une bonne question. Et les études que j'ai montrées sont encore des études de recherche. Vraiment, on ne peut pas oser utiliser l'imagerie cérébrale vraiment pour voir si le cerveau a changé ou non. Avez-vous entendu parler du syndrome d'hyperémèse cannabinoïde chez les consommateurs chroniques? Si oui, pouvez-vous en parler? Non, je sais que le cannabis a beaucoup d'effets sur l'antivomissement ou hypervomissement une fois qu'on arrête, mais je ne peux pas rentrer dans la spécificité. Alors, une question qui vous demande un peu de sortir du domaine santé mentale et si vous connaissez des recherches là-dessus, peut-être que vous pourrez nous indiquer. Qu'en est-il pour la santé pulmonaire dans un contexte de consommation chronique chez l'adolescent? Chez l'adolescent, je ne connais pas, mais il y a aussi des conséquences pulmonaires du cannabis chez les adultes, surtout. Alors, une autre question qui sera peut-être la dernière. Lorsque l'adolescent, alors la question est en quelque sorte, lorsque l'adolescent vit une situation de stress telle qu'une rupture amoureuse ou autre et qu'il consomme du cannabis, à combien s'élève, j'imagine, de plus que le baseline, le pourcentage de risque d'idées suicidaires? Donc, est-ce que le fait que la consommation de cannabis se fait dans un contexte qui est déjà un contexte de grand stress ou de facteurs de dépression, est-ce qu'il y a des études qui ont tendance à montrer que la présence d'idées suicidaires après l'utilisation de cannabis va être encore plus importante? Chez les personnes qui sont déjà déprimées? Oui. Oui, c'est sûr. Il y a aussi des études, moi j'ai présenté juste les études qui étaient contrôlées pour une présence prémorbide d'anxiété et dépression, mais il y a aussi des études, plusieurs études qui démontrent comme les ados utilisent le cannabis pour soigner le stress, soigner la dépression, mais le cannabis n'aide pas la dépression, mais peut aussi empirer la situation. Alors, une dernière question vraiment qui nous vient de Pascal Bergeron, qui a on a beaucoup parlé de dépression jusqu'à maintenant, mais il est question donc de l'impact sur l'anxiété. Est-ce que l'impact serait semblable? Oui. Je n'ai pas présenté une slide, mais je l'ai ici. La même chose avec une odd ratio de 1,6. On a vu les mêmes résultats que j'ai présentés pour la dépression, même pour l'anxiété. Exactement, oui. Je vais regarder du côté de notre régisseuse pour voir s'il nous reste… On a encore le temps pour Alors, lors de vos recherches, avez-vous pu identifier, nous demande Valérie Pépin, les symptômes de sevrage liés au cannabis? Longtemps, nous avons parlé que le cannabis n'engendrait pas de sevrage, mais sur le terrain, nous voyons des impacts physiques. Oui, énorme. Le sevrage de la cannabis, merci pour cette question, est très particulier parce que les gens disent « oui, je n'ai pas fumé pour 3 jours, je n'ai pas eu de sevrage ». Le problème est que le cannabis reste dans notre corps pour une semaine ou 2 semaines. Donc, les sevrages du cannabis apparaissent beaucoup plus tard. Et c'est reporté des symptômes vraiment très difficiles comme l'anxiété, le panique, l'insomnie, les cauchemars, la manque de sommeil et la nausée sont des symptômes très importants qui peuvent durer aussi pour 1 mois ou plus. Que
souvent ont besoin aussi d'un médecin pour être traités. Alors, c'est tout le temps dont nous disposons. Je voudrais d'abord remercier le Dr Gobi donc, pour sa présentation et pour ses réponses très éclairées à toutes vos questions. Je remercie les coordonnatrices Gabriela Kranz et Denise Koubaniudakis pour l'organisation et la gestion de ce webinaire. J'espère que tout a bien fonctionné et si c'est le cas, c'est bien à cause d'elle que tout s'est passé aussi bien. Je vous rappelle que vous recevrez un courriel dans les jours qui suivent avec toute l'information concernant l'enregistrement de la conférence et le PDF de la présentation. Et en terminant, merci à vous donc d'avoir participé en si grand nombre et par vos questions à ce moment donc de partage de savoir. Bonne journée à tout le monde.